KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Ligie regrettait Pomponia Graecina, qu'elle aimait de toute son âme. Elle regrettait aussi toute la maison d'Éolus, et pourtant, il n'y avait plus de désespoir en elle. Elle éprouvait même une certaine douceur à la pensée qu'elle sacrifiait à sa vérité son bien-être, son confort, et qu'elle se condamnait à une vie errante et mal connue. Il y avait peut-être en cela un peu de curiosité enfantine concernant cette vie quelque part dans un pays lointain, parmi les barbares et les animaux sauvages, mais il y avait surtout une foi profonde et confiante qu'en agissant ainsi, elle obéissait au commandement du divin maître et que, dorénavant, il veillerait sur elle comme sur une enfant docile et fidèle. Et en ce cas, que pouvait-il lui arriver de mal? Lui faudrait-il subir des souffrances? Elle les endurait en son nom. Une mort inattendue la terrasserait? Il l'emporterait, et, un jour, lorsque Pomponia mourrait, elles se retrouveraient ensemble pour l'éternité. Parfois, du temps où elle se trouvait encore chez l'Éolus, elle se tourmentait à la pensée qu'elle ne pouvait rien faire pour se crucifier qu'Ursus avait évoqué avec autant d'attendrissement. Et voici que le moment était venu. Ligie se sentit presque heureuse, et elle se mit à parler de ce bonheur à Actée qui, cependant, ne pouvait la comprendre. Tout abandonner. Abandonner la maison, l'opulence, la ville, les jardins, les temples, les portiques, tout ce qui était beau, quitter un pays ensoleillé et ses proches, et cela pourquoi? Pour fuir l'amour d'un jeune et beau guerrier? C'était pour Actée une chose inconcevable. Par moments, elle sentait qu'il y avait quelque chose de juste en cela, qu'il pouvait même y avoir quelque immense bonheur mystérieux, mais elle n'arrivait pas à le concevoir clairement. Surtout que Ligie aurait affronté une nouvelle épreuve qui pourrait se terminer mal, le payant même de sa vie. Actée était craintive de nature, et elle songeait avec effroi à ce que pouvait apporter cette soirée. Néanmoins, elle ne voulut pas faire part de ses craintes à Ligie, et, comme il faisait déjà jour et que le soleil avait pénétré dans l'atrium, elle persuada la jeune fille de prendre un peu de repos, nécessaire après une nuit blanche. Ligie n'opposa pas de résistance, et elles se rendirent toutes les deux dans le cubiculum, vaste et aménagé avec faste en raison des anciennes relations d'Actée avec César. Elles se couchèrent côte à côte, mais Actée, malgré sa fatigue, ne put s'endormir. Elle était depuis longtemps triste et malheureuse, mais à présent une sorte d'inquiétude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant l'assaillait. Jusqu'à présent, la vie lui avait semblé seulement pénible et sans avenir. Maintenant, elle lui paraissait soudain infâme. Une confusion de plus en plus grande se faisait dans son esprit. La porte sur la lumière commençait de nouveau tantôt à s'entr'ouvrir, tantôt à se refermer. Mais au moment où elle s'ouvrait, cette lumière l'éblouissait tellement qu'elle ne voyait rien nettement. Elle devinait plutôt qu'il résidait dans cette clarté un bonheur tout simplement sans bornes, auprès duquel tout autre n'était rien, au point que si, par exemple, César répudiait Popée et s'éprenait de nouveau d'elle, Actée, ce serait, cela aussi, vanité. Soudain, il lui vint à l'idée que ce César, qu'elle aimait et qu'elle considérait malgré elle comme un demi-dieu, était aussi misérable que n'importe quel esclave. Et ce palais à colonnades de marbre de Numidie ne valait pas mieux qu'un tas de pierres. Finalement, toutes ces pensées dont elle ne savait prendre conscience commencèrent à la fatiguer. Elle désira s'endormir, mais,
En proie à l'inquiétude, elle ne put fermer l'œil. Pensant que Ligie, sur laquelle pesaient tant de menaces et d'incertitudes, ne dormait pas non plus, elle se tourna vers elle afin de lui parler de sa fuite dans la soirée. Or, Ligie dormait paisiblement. Quelques rayons lumineux dans lesquels tourbillonnait une poussière dorée s'engouffraient à travers les rideaux mal tirés dans le cubiculum obscur. Dans leur lumière, Acté vit le fin visage de Ligie, reposant sur son bras nu, ses yeux clos et sa bouche légèrement entr'ouverte. Elle respirait régulièrement, comme on respire dans le sommeil. Elle dort. Elle peut dormir, pensa Acté. C'est encore une enfant. Au bout d'un instant, elle rumina sa constatation que cet enfant préférait tout de même fuir que de devenir la maîtresse de Vinicius, qu'elle préférait la misère à la honte, l'errance à la somptueuse maison des Carines, aux parures, aux bijoux, aux festins, au son des luttes et des cithars. Pourquoi ? Elle se mit à dévisager Ligie, comme si elle voulait trouver une réponse sur son visage endormi. Elle regarda son front très pur, l'arc délicat de ses sourcils, ses cils bruns foncés, sa bouche entr'ouverte, sa jeune poitrine soulevée par sa respiration paisible, et elle se dit qu'elle est différente de moi. Ligie lui sembla une merveille, une vision divine, une créature chérie des dieux, 100 fois plus belle que toutes les fleurs du jardin de César et que toutes les sculptures de son palais. Dans le cœur de la Grecque, il n'y avait point de jalousie. Au contraire, à la pensée des dangers qui menaçaient la jeune fille, elle fut prise d'une grande pitié. Une sorte de sentiment maternel s'éveilla en elle. Ligie lui sembla non seulement belle comme un beau rêve, mais aussi très chère. Et, posant ses lèvres sur ses sombres cheveux, elle les baisa. Ligie dormait paisiblement, comme si elle se trouvait chez elle, sous la protection de Pomponia Graecina. Elle dormit assez longtemps. Midi avait passé quand elle ouvrit ses yeux bleus et promena un regard étonné sur le cubiculum. Elle était visiblement surprise de constater qu'elle n'était pas à la maison, chez Léolus. « C'est toi, Acté ?» demanda-t-elle enfin en apercevant dans l'obscurité le visage de sa compagne. « C'est bien moi, Ligie. »« Est-ce déjà le soir ?»« Non, petite, mais il est plus de midi. »« Ursus n'est toujours pas rentré ?» Ursus n'a pas dit qu'il allait revenir, mais seulement que ce soir, il allait avec des chrétiens guetter la litière. Ah oui, c'est vrai. Cela dit, elles quittèrent le cubiculum et se rendirent au bain où Acté, après avoir baigné Ligie, l'emmena prendre le petit déjeuner, puis se promener dans les jardins du palais où aucune rencontre dangereuse n'était à craindre, car César et ses familiers dormaient encore. Ligie voyait pour la première fois ces splendides jardins plantés de cyprès, de pins, de chênes, d'oliviers et de myrtes, parmi lesquels se profilait tout un peuple de blanches statues, où miroitaient des mares, où des bosquets entiers de rosiers s'épanouissaient, aspergés d'eau pulvérisée jaillissant des fontaines, où l'entrée de grottes enchanteresses était tapissée de lierres ou de rameaux de vigne, où sur les plans d'eau glissaient des cygnes argentés, tandis que parmi les statues et les arbres gambadaient des gazelles apprivoisées ramenées des déserts d'Afrique, et voletaient des oiseaux multicolores rapportés de tous les pays connus du monde. Les jardins étaient déserts. Ça et là seulement, des esclaves travaillaient, une bêche à la main, en fredonnant. D'autres, auxquels on avait donné un moment de répit, étaient assis au bord des pièces d'eau ou à l'ombre des chênes, dans les lueurs tremblantes des rayons du soleil filtrés à travers le feuillage. D'autres, enfin, arrosaient les rosiers et les fleurs mauve pâle du safran. Acté et Ligie marchèrent assez longtemps,
contemplant toutes les merveilles des jardins, et, bien que Ligie eût l'esprit préoccupé par d'autres pensées, elle avait encore trop de candeur pour ne pas céder à la curiosité et ne pas admirer. Elle se mit même à penser que si César eût été bon, il eût pu être très heureux dans un tel palais et dans de tels jardins. Enfin, quelque peu fatiguée, elles s'assirent sur un banc presque entièrement caché parmi les cyprès et se mirent à parler de ce qui leur tenait le plus à cœur, à savoir la fuite de Ligie le soir même. Acté était, de beaucoup, moins sûr que Ligie du succès de cette évasion. Par moments, il lui semblait même que c'était de la folie et que cela ne pouvait réussir. Ligie lui faisait de plus en plus pitié. L'idée lui vint à l'esprit qu'il serait 100 fois plus prudent d'essayer de fléchir Vinicius. Au bout d'un moment, elle commença à la questionner. Elle lui demanda si elle le connaissait depuis longtemps et si elle ne pensait pas qu'il se laisserait convaincre de la restituer à Pomponia. Mais Ligie hocha tristement sa jolie tête brune. Non. Chez Léolus, Vinicius était tout autre. Il était très bon. Mais depuis le festin d'hier, j'ai peur de lui, et je préfère fuir chez les Lygiens. Acté continua de la questionner. Pourtant, chez Léolus, il te plaisait? Oui, répondit Ligie en baissant la tête. Mais enfin, tu n'es pas une esclave comme je l'étais, remarqua Acté après un moment de réflexion. Vinicius pourrait donc t'épouser, toi. Tu es un otage, et la fille du roi des Lygiens. Léolus t'aime comme leur propre enfant, et je suis sûre qu'il serait prêt à t'adopter. Vinicius pourrait t'épouser, Ligie. Mais Ligie lui répondit à mi-voix, et encore plus tristement. Je préfère fuir chez les Lygiens. Ligie, veux-tu que j'aille de ce pas chez Vinicius, que je le réveille s'il dort, que je lui dise ce que je te dis en ce moment? Oui, ma chérie. J'irai chez Vinicius et je lui dirai « Vinicius, c'est une fille de roi, et l'enfant chéri de l'illustre Aulus. Si tu l'aimes, rends-la au Aulus, puis prends-la comme épouse de chez eux. » La jeune fille répondit d'une voix à peine perceptible, de sorte qu'Acté entendit tout juste « Je préfère aller chez les Lygiens. » Et 2 larmes perlèrent de ses cils baissés. Un bruissement de pas qui se rapprochait interrompit leur conversation, et avant même qu'Acté ait eu le temps de voir qui venait, apparut devant leur banc Sabina Popée, avec un cortège de quelques esclaves. 2 d'entre elles tenaient au-dessus de sa tête des faisceaux de plumes d'autruche fixés sur des baguettes dorées, avec lesquelles elles l'éventaient légèrement, et, en même temps, la protégeaient du soleil automnal encore brûlant. Devant elle, une Éthiopienne, noire comme l'ébène, au sein comme gonflé de lait, portait dans ses bras un enfant, enveloppé d'une robe pourpre à franges d'or. Acté et Ligie se levèrent, pensant que Popée allait passer à côté du banc sans porter attention à elle. Mais elle s'arrêta devant elle et dit « Acté, les clochettes que tu as cousues sur l'Ikunkula, poupée, étaient mal attachées. La petite en a arraché une et l'a portée à sa bouche. Heureusement que l'élite l'a vue à temps. »« Pardonne-moi, divine, » répondit Acté en croisant ses mains sur sa poitrine et en s'inclinant. Mais Popée commença à dévisager Ligie. « Qu'est-ce que c'est que cette esclave ?» demanda-t-elle au bout d'un moment. « Ce n'est pas une esclave, divine Augusta. C'est la pupille de Pomponia Graecina et la fille du roi des Lygiens donnée par celui-ci comme otage à Rome. Et elle est venue te voir ? » ?»« Non, Augusta. Elle habite au palais depuis avant-hier. » »« Elle a hier assisté au festin ? » ?»« Elle y a été, Augusta. »« Sur l'ordre de qui ? » ?»« Sur l'ordre de César. » Popée commença à fixer encore plus attentivement Ligie qui se tenait devant elle, tête baissée, tantôt levant par curiosité ses yeux rayonnants, tantôt les baissant. Soudain, une ride se creusa entre les sourcils d'Augusta. Jalouse de sa propre beauté et de son pouvoir, elle vivait dans la perpétuelle angoisse de voir un jour quelque rivale heureuse la perdre, comme elle avait elle-même perdu Octavie.
Aussi, tout beau visage aperçu dans le palais lui semblait-il suspect. D'un regard de connaisseur, elle évalua aussitôt les formes de Ligie, jaugea chaque détail de son visage et s'effraya. « C'est tout simplement une nymphe, se dit-elle. Vénus lui a donné le jour. » Et soudain, une pensée qui ne lui était encore jamais venue à l'esprit à la vue d'aucune beauté l'effleura. Elle, Popée, était bien plus vieille. Son amour-propre en fut blessé. Une inquiétude l'envahit. Diverses craintes surgirent dans son esprit. Néron ne l'a peut-être pas vue ou, en la regardant à travers son émeraude, ne l'a-t-il pas jugée à sa juste valeur? Mais qu'arrivera-t-il s'il la rencontre en plein jour, si merveilleuse au soleil? Au surplus, ce n'est pas une esclave, mais une fille de roi. De barbare, il est vrai, mais fille de roi quand même. Dieux immortels. Elle est aussi belle que moi, mais plus jeune. Et la ride entre ses sourcils s'approfondit encore, tandis que ses yeux brillèrent sous ses cils dorés d'un éclat glacial. Se tournant vers Ligie, elle commença à la questionner en apparence, avec calme. « As-tu parlé avec César ?»« Non, Augusta. »« Pourquoi préfères-tu être ici plutôt que chez les Aulus ?»« Je ne préfère pas, Domina. C'est Pétrone qui a poussé César à me reprendre à Pomponia. Je me sens ici prisonnière, ô Domina. »« Et tu voudrais retourner chez Pomponia ?» Popée avait formulé la dernière question d'une voix plus douce et plus amène, éveillant soudain dans le cœur de Ligie un peu d'espoir. « Domina, » lui dit-elle en tendant les mains vers elle, « César a promis de me livrer comme esclave à Vinicius, mais toi, intercède en ma faveur et rends-moi à Pomponia. » Ainsi Pétrone a poussé César à te reprendre à Aulus et à te remettre à Vinicius. Oui, Domina. Vinicius doit aujourd'hui même envoyer me chercher. Mais toi, si bonne, aie pitié de moi. Ayant dit cela, elle s'inclina et, ayant saisi le bord de la robe de Popée, elle attendit le cœur battant que celle-ci lui parlât. Popée la regarda un instant, le visage éclairé d'un méchant sourire, puis elle lui dit « Alors, je te promets que tu seras aujourd'hui même l'esclave de Vinicius. » Et elle s'éloigna comme une vision, belle mais mauvaise. Aux oreilles de Ligie et Actée parvint seulement le cri de l'enfant qui, sans qu'on ne sût pourquoi, s'était mise à pleurer. Les yeux de Ligie s'emplirent eux aussi de larmes, mais au bout d'un moment, elle prit la main d'Actée et lui dit « Rentrons. Il ne faut attendre d'aide que d'où elle peut venir. » Elles revinrent dans l'atrium, qu'elles ne quittèrent plus jusqu'au soir. Lorsque l'obscurité se fit et que les esclaves eurent apporté des candélabres à 4 branches à haute flamme, elles étaient toutes les deux très pâles. Elles menaient une conversation à bâton rompu et tendaient l'oreille pour entendre si quelqu'un venait. Ligie répétait sans cesse que, bien qu'il lui fût pénible de quitter Actée, elle préférerait, vu qu'Ursus devait déjà attendre dans l'obscurité, que tout se passât aujourd'hui. L'émotion l'oppressait. Actée prit fiévreusement tous les bijoux qu'elle trouva sous la main et les enroula dans un pan du péplum de Ligie, l'adjurant de ne pas refuser ce don, qui lui serait utile dans sa fuite. Un silence pesant régnait, leur donnant des illusions de bruit. Il leur sembla à toutes les deux qu'elles entendaient soit un chuchotement derrière la portière, soit les pleurs au loin d'un enfant, soit l'aboiement des chiens. Soudain, la portière du vestibule s'agita sans bruit, et un homme de haute taille, noirâtre, au visage portant des marques de variole, surgit comme un spectre dans l'atrium. Ligie reconnut aussitôt Atacinus, un affranchi de Vinicius, qui venait chez les Aulus. Actée poussa un cri, mais Atacinus s'inclina très bas et dit « Salutations à la divine Ligie de la part de Marcus Vinicius, qui l'attend avec un festin dans sa maison, décorée de verdure. » Les lèvres de la jeune fille devinrent tout à fait blêmes. « J'y vais, » dit-elle. Et, en adieu,
Elle noua ses bras autour du cou d'Acté. La maison de Vinicius était effectivement décorée de myrtes et de lierres, dont des guirlandes avaient été accrochées au mur et au-dessus des portes. Sur les colonnes se déroulaient des rameaux de vigne. Dans l'atrium, au-dessus de l'ouverture duquel on avait, pour se protéger de la fraîcheur nocturne, tendu un drap pourpre, il faisait clair comme en plein jour. Des candélabres à 8 et 12 branches, en forme de vases, d'arbres, d'animaux, d'oiseaux ou de statues, supportaient des lampes où brûlait une huile odorante. Ces ouvrages de maîtres célèbres, sculptés dans l'albâtre, le marbre, en cuivre doré de Corinthe, s'il n'en était pas aussi somptueux que le fameux candélabre du temple d'Apollon dont se servait Néron, n'en était pas moins d'une grande beauté. Les flammes de certains étaient protégées par des écrans de verre d'Alexandrie ou de tissus transparents de l'Indus de couleur rouge, bleue, jaune, violette, de sorte que tout l'atrium était plein de rayons multicolores. Partout se répandait un parfum de nard, auquel Vinicius était habitué et auquel il avait pris goût en Orient. Le fond de la maison où s'affairaient des esclaves, hommes et femmes, était également abondamment éclairé. Dans le triclinium, la table était mise pour 4 personnes. À part Vinicius et Ligie, devaient en effet prendre part au festin Pétrone et Chrysothémis. Vinicius s'était en tout conformé aux recommandations de Pétrone, qui lui avait conseillé de ne pas aller chercher lui-même Ligie, mais d'y envoyer Attacinus, muni de l'autorisation obtenue de César, tandis que lui, Vinicius, l'accueillerait chez lui, aimablement, et même avec beaucoup d'égards. « Hier tu étais ivre, lui disait-il. Je t'ai vu, tu as agi avec elle comme un carrier des monts Albins. Ne sois pas trop importun, et souviens-toi qu'un bon vin doit être dégusté. Sache aussi que s'il est doux de désirer, il est plus doux encore d'être désiré. » Chrysothémis avait à ce sujet son propre point de vue, quelque peu différent, mais Pétrone, qu'il appelait sa Vestale et sa Colombe, se mit à lui expliquer la différence qu'il devait y avoir entre un habile cocher de cirque et un jeune garçon qui monte pour la première fois dans un quadrige. Puis, s'adressant à Vinicius, il poursuivit. « Gagne sa confiance, aiguez-la, sois magnanime. Je ne voudrais pas assister à un festin triste. Jure-lui même sur Hadès que tu la rendras à Pomponia, et il ne tient qu'à toi qu'elle veuille le lendemain rester ici plutôt que de rentrer chez Aulus. » Puis, montrant Chrysothémis, il ajouta « C'est plus ou moins ainsi que j'agis depuis 5 ans, tous les jours, avec cette farouche tourterelle, et je ne puis me plaindre de sa dureté. » À ces paroles, Chrysothémis le frappa de son éventail de plumes de paon et lui dit « N'ai-je point opposé de résistance, satyre ? Par considération pour mon prédécesseur, n'étais-tu pas à mes pieds pour emparer les orteils de bague ?» Chrysothémis jeta involontairement un coup d'œil à ses pieds aux orteils. Je reprends. Chrysothémis jeta involontairement un coup d'œil à ses pieds, aux orteils desquels scintillaient réellement des bijoux, et Je reprends. Et tous les deux s'esclaffèrent. Vinicius, quant à lui, n'écoutait pas leur bisbille. Son cœur battait précipitamment sous la robe à ramages de prêtre syriaque qu'il avait arborée pour l'accueil de Ligie. Il devrait déjà avoir quitté le palais, dit-il comme se parlant à lui-même. Il devrait, concéda Pétrone. En attendant, je pourrais peut-être te parler des prophéties d'Apollonios de Tyane, ou encore te raconter cette histoire de Rufinus, que je ne t'ai pas terminée pour je ne sais plus quelle raison. Mais aussi bien Apollonios de Tyane que l'histoire de Rufinus n'intéressait guère Vicenius. Sa pensée était auprès de Ligie. Et bien qu'il sentît qu'essayait plus de l'accueillir chez lui que de se rendre au palais en qualité de sbire, il regrettait par moments de n'y être pas allé, rien que parce qu'il eût pu voir Ligie plus tôt et être assis à côté d'elle dans l'obscurité d'une double litière. Cependant,
Les esclaves avaient apporté des trépieds ornés de têtes de bélier et des bassines en bronze remplies de charbon, sur lesquelles ils se mirent à répandre des brins de myrrhe et de nard. « Ils tournent déjà dans la direction des Carines », observa de nouveau Vinicius. « Il n'arrivera pas à se contenir, courra au-devant d'eux, et ce qui serait fort possible, les croisera sans les voir », s'exclama Chrysothémis. Vinicius sourit machinalement et rétorqua : « Détrompez-vous, j'endurerai l'attente. » Pourtant, ses narines se mirent à frémir. Il commença à haleter. Voyons cela. Pétrone haussa les épaules. Pas philosophe pour un sesterce, dit-il. Et je ne ferai jamais un homme de ce fils de Mars. Vinicius ne l'entendit même pas. Ils sont déjà aux Carines. Ceux auxquels il pensait avaient effectivement tourné dans la direction des Carines. Des esclaves appelés lampadarii marchaient devant, d'autres appelés pédisequii des deux côtés de la litière. Atacinus, en revanche, se trouvait juste derrière, veillant sur le cortège. Ils avançaient lentement, car dans la ville sans lumière, les torches des lampadarii éclairaient mal le chemin. De surcroît, les rues dans les parages du palais étaient désertes. C'était à peine si, çà et là, quelqu'un passait avec une lanterne. Mais plus loin, une animation extraordinaire régnait. De presque chaque ruelle surgissaient des gens par groupe de 3 ou 4 hommes, tous sans torches, tous en sombres manteaux. Certains se joignaient au cortège se mêlant aux esclaves, d'autres, en groupes plus nombreux, s'implantaient devant. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.